Madame la Ministre, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les administrateurs de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, au nom de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce symposium consacré à l'engagement de nos forces au Liban entre 1978 et 1986. Il y a maintenant près de 4 ans, l'ONAC s'est engagé dans une démarche visant à faire connaître, reconnaître et transmettre l'expérience combattante et la mémoire des combattants des opérations extérieures. Du point de vue de l'Office, maison des combattants depuis plus d'un siècle, cette démarche relevait tout à la fois d'un devoir et d'une nécessité. Une nécessité, car l'action de cette génération du feu reste encore trop largement méconnue du grand public, qui ignore encore souvent que depuis la guerre d'Algérie, les armées françaises ont été projetées sur de très nombreux théâtres d'opérations extérieures. Mais aussi un devoir, car la nation doit savoir ce qui se joue dans ces opérations et en connaître le prix à payer. C'est aussi une forme d'hommage qui est ainsi rendue à ceux dont l'expérience combattante peut s'accompagner de graves séquelles durables. Travailler sur cette mémoire vive est une tâche difficile, parfois périlleuse. L'Office a décidé de le faire à sa façon, c'est-à-dire à hauteur d'homme, par le biais de la prise de parole et le recueil de témoignages de combattants de cette période, quel que soit leur grade, quelle que soit leur armée, leur arme et leur niveau de responsabilité. Cette démarche a débouché il y a maintenant 2 ans sur l'organisation d'un premier colloque sur l'engagement des forces françaises en ex-Yougoslavie de 1992 à 1995. Ce premier colloque nous a convaincus de la nécessité de poursuivre ce travail pionnier et il nous a semblé tout particulièrement important de travailler sur l'engagement au Liban. Le professeur Jacques Frémaux nous a fait l'honneur d'accepter de prononcer la conférence introductive de ce symposium. Mais avant de vous céder la parole, Monsieur le Professeur, Madame Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées et présidente du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui nous honore également de sa présence, nous fait le privilège d'assurer l'ouverture de ce symposium. Madame la ministre, je vous cède la parole. Madame la directrice de l'ONAC VG, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, je vais dire chers amis. Il me tenait particulièrement à cœur aujourd'hui d'être présente pour ouvrir ce colloque. Et je dois vous dire que j'ai la plus grande admiration pour les femmes et les hommes qui s'engagent, qui luttent pour la liberté, pour la défense des droits de l'homme et contribuent à la sécurité de la France. Cet engagement a un prix, celui parfois du sacrifice suprême. Et vous comprendrez qu'en disant ces mots ce matin, je pense ici au colonel Beltrame, auquel la nation et le président de la République ont rendu hommage hier. Je pense également à tous nos soldats, nos marins, nos aviateurs qui ont été ou qui sont encore sur de très nombreux théâtres d'opérations extérieures. Dans le cadre de l'opération Daman, 750 de nos soldats sont actuellement déployés sous le mandat de la FINUL et opèrent au sud Liban. Ils ont d'ailleurs reçu la visite du général Lecointre, chef d'état-major des armées, à l'occasion du Nouvel An 2018. Preuve que cette mission demeure au cœur de l'engagement international de la France. Mais l'actualité libanaise récente n'est pas l'objet de ce colloque. Celui-ci, votre colloque, est bienvenu. Il s'inscrit pleinement dans le travail que je mène pour intégrer les opérations extérieures dans la mémoire nationale. Il répond tout à fait, Madame la directrice, au travail de l'ONAC VG vis-à-vis de la nouvelle génération du feu. Le colloque d'avril 2016 sur l'engagement militaire français en ex-Yougoslavie en était déjà un brillant exemple. Je me réjouis donc d'ouvrir ce symposium sur l'intervention française au Liban de 1978 à 1986. Et je me réjouis de constater qu'il met en valeur la parole des soldats. Dans une année mémorielle largement consacrée au centenaire de la fin de la Grande Guerre, je tenais à mettre en valeur le 40e anniversaire de la FINUL et donc celui de l'engagement français au pays du Cèdre. Si cette intervention a certes marqué l'actualité au début des années 1980, elle est devenue, pour certains,
quelque peu flou dans la mémoire nationale. Quelques noms demeurent tout de même dans nos esprits contemporains. Beyrouth, Sabra et Shatila, Drakkar. Le 19 mars 1978, les résolutions 425 et 426 de l'ONU instituent une force intérimaire des Nations Unies pour le Liban, la FINUL, pour y restaurer la paix et la stabilité. Ces missions ont été redéfinies en 2006. Monsieur Jacques Frémaux en dira bien plus davantage que moi, mais il me paraît primordial d'insister immédiatement sur le fait que nos soldats sont intervenus dans un contexte très difficile et complexe. Cette complexité est celle de la nature communautaire et multiconfessionnelle du Liban, celle de l'imbroglio d'une guerre civile débutée en 1975, celle d'une autorité gouvernementale disparue, celle de milices et d'alliances de circonstances, celle d'interventions et d'intérêts divergents des puissances voisines. L'opération Daman est un des plus importants engagements de l'armée française depuis la fin de la guerre d'Algérie. La présence française y est permanente depuis 1978. Notre armée a payé un lourd tribut avec près de 150 de nos soldats tombés dans cet engagement. Ce colloque leur rend également hommage. Il permettra, j'en suis certaine, d'écouter et de prendre en considération les expériences souvent difficiles et parfois traumatisantes. Il permettra de faire évoluer la recherche et la connaissance historique. Mesdames, Messieurs, depuis le milieu des années 1960, plus de 600 militaires français sont morts dans nos opérations extérieures. Nous leur devons la reconnaissance matérielle et morale de la nation. Telle est évidemment ma feuille de route et telle est la mission de l'ONAC. La prise en compte de la 4e génération du feu est un engagement du ministère des Armées. Il s'est traduit de manière concrète par l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à une opération extérieure pendant 120 jours, par le port de la croix du combattant et par la retraite du combattant. Ces anciens des OPEX sont dès lors ressortissants de l'office. De l'Office national des anciens combattants, et peuvent bénéficier ainsi de son aide matérielle, de son aide sociale et, ce n'est pas des moindres, de son aide morale. Je sais que celui-ci œuvre au quotidien en ce sens et a su adapter ses missions pour répondre à ces nouvelles exigences. Ces mesures et dispositifs sont des marqueurs du lien entre la nation et son armée. Ils sont les symboles d'une solidarité et d'une fraternité nationale. Depuis plusieurs années, et depuis les événements dramatiques survenus sur notre sol, l'opinion publique a pris conscience des sacrifices et des risques consentis par les femmes et les hommes engagés en OPEX. À l'instar de la diffusion de l'œuvre nationale du Bleuet de France, le développement de cette mémoire est au cœur de mon action, de celle du ministère et de l'ONAC-VG. Cette reconnaissance mémorielle, certes en construction, est une exigence civique. Elle passe bien évidemment par des cérémonies, par la matérialisation concrète sur nos territoires et surtout aussi par l'enseignement pour les plus jeunes générations. Désormais, chaque 11 novembre, les patronymes des morts pour la France dans l'année écoulée seront mis à l'honneur dans chacune de nos communes. Dans un même hommage, le souvenir et la mémoire des différentes générations du feu seront conjugués. C'est nous les vivants qui portons cette mémoire, c'est nous qui devons l'entretenir et la transmettre. Mesdames et messieurs, ce colloque est une pierre supplémentaire pour l'édifice mémoriel de nos opérations extérieures. La 4e table ronde sera à ce titre particulièrement intéressante. En accordant une large place au vécu de nos soldats, en faisant progresser la connaissance historique, en faisant vivre la mémoire, vous contribuez tous à la reconnaissance nationale due à ceux qui s'engagent. Je souhaite vous exprimer, bien sûr, ma satisfaction de voir se dérouler ce type de rendez-vous et je tiens vivement à vous remercier, à remercier l'ensemble des intervenants et des témoins et à vous dire tous ma reconnaissance pour l'action que vous menez, les actions que vous menez
pour notre mémoire collective. Je vous souhaite des échanges fructueux et une belle journée. Madame la ministre, messieurs les officiers généraux, mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'inaugurer ce colloque. Pour un historien, quel est le sens de d'une intervention de ce type? C'est toujours quelquefois un peu gênant, car l'historien donne l'impression d'arriver après la bataille, c'est le cas de le dire, et finalement de parler avec une certaine distanciation des combats, des souffrances, des périls qu'ont courus les soldats ou leurs chefs. Et donc, ça peut être quelquefois un petit peu gênant. Alors, quelle doit être la mission de l'historien ou de l'universitaire? Bon, d'abord, c'est effectivement de montrer et de manifester l'intérêt que la science peut avoir pour les témoignages. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Bon, je relirai actuellement les livres 21 et 22 de Tite-Live, Les batailles, la guerre punique. Et c'est très, quand on y réfléchit, c'est très dommage de ne pas avoir le moindre témoignage justement des combattants de cette époque. On a des récits, bien sûr, mais quelques mots seulement sur les sentiments qui ont pu être éprouvés. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a bien sûr une deuxième chose que l'historien peut essayer de faire, c'est de donner un peu de sens à des événements qui ont été vécus, un peu comme, disons, le psychanalyste essaye d'atteindre quelques processus inconscients qui ont été subis, mais que les acteurs n'ont pas forcément ressenti sur le moment. Voilà, donc ce sont les deux éléments essentiels, je crois. Alors, si on essaye donc de redonner du sens un peu à toute cette action au Liban, il y a plusieurs points qui peuvent être mis en avant. Bon, il y a d'abord, je crois très largement, le retour de la guerre froide. N'oubliez pas l'intervention de l'armée rouge en Afghanistan au mois de décembre 1979, la décision en même temps pratiquement de l'OTAN d'installer en Europe des missiles Pershing pour riposter à l'installation des SS-20 soviétiques de moyenne portée en Europe, la montée également de la puissance militaire de l'URSS en Méditerranée, avec l'ouverture du canal de Suez depuis 1975, qui permet à son escadre de croiser jusqu'à la mer Rouge et l'océan Indien, le contrôle d'Aden, par exemple aussi, par la marine soviétique, mais en même temps un renouvellement de la puissance américaine avec l'expression, au mois de janvier 1980, de la fameuse doctrine Carter, donc, qui est une possibilité d'usage de la force armée pour secourir justement des pays qui en auraient besoin. Sentiment qui est d'autant plus ressenti par l'affaire des otages de Téhéran, bon, qui est à peu près également simultanée, et le déclenchement de la guerre entre l'Iran et l'Irak en septembre 1980. Donc vous voyez, une actualité à l'époque extrêmement internationale, extrêmement lourde. Bon, une nouvelle donne en même temps, bien sûr, au Proche-Orient, et ça c'est encore un point évidemment qui nous rapproche du Liban. Donc on parlait de la prise du pouvoir par les islamistes en Iran en 1979, la guerre entre l'Iran et l'Irak qui éclate au début en 1980, et donc l'intérêt, bien sûr, ou l'inquiétude de deux États voisins, Israël, qui n'a pas pu étendre la paix conclue avec l'Égypte à Camp David, d'autant plus que le président Sadat vient d'être assassiné, la Syrie, rivale de l'Irak en pointe contre Israël, l'essai des plus faibles, l'Arabie, les Émirats, qui essayent de se réunir dans le Conseil de coopération du Golfe pour se donner une capacité de résistance, et il faut imaginer le poids des dépenses militaires à l'époque dans le monde arabe, près de la moitié du PNB en Irak, 24% en Arabie, bon, contre 4% pour la France à l'époque, des armées énormes, 500 000 hommes pour l'armée irakienne, 225 000 pour l'armée syrienne au milieu des années 80. Donc, un pays, une région surarmée. Et nous en arrivons à ce qui est évidemment le plus essentiel, c'est la guerre civile libanaise. Bon, je ne vous rappelle pas, bien sûr, l'histoire du Liban, qui est tellement liée à l'histoire française, de ce petit pays de 10 000 km², environ 3 millions d'habitants,
qui a longtemps paru un modèle de démocratie dans un Moyen-Orient secoué par les coups d'État militaires et par les guerres, évidemment, entre Israël et ses voisins. Bon, le nom de Suisse du Proche-Orient, qui est souvent revenu à cette époque-là, grâce à qui est effectivement fondé sur la richesse des services financiers, sur la possibilité du tourisme dans une région, évidemment, qui compte peu d'endroits paisibles, sur une vie intellectuelle extrêmement vivante, grâce à les libertés d'expression et d'opinion. Bien. Et donc, finalement, un pays assez attirant. Bien. Pays attirant qui, en fait, est un pays fragile, avec des institutions qui sont mal équilibrées, effort des institutions pour tenir l'équilibre entre les différentes communautés, président maronite, premier ministre sunnite, etc. Attraction également d'une partie des forces politiques pour les régimes voisins comme l'Égypte et la Syrie, et au fond, un pouvoir qui repose essentiellement sur la collaboration de grandes familles de notables ruraux, propriétaires fonciers urbains, hommes d'affaires, qui dominent le Parlement, mais évidemment suivant un mode finalement qui est extrêmement archaïque par rapport à l'apparence de démocratie et à la liberté d'expression. Et donc, il faut ajouter à ces difficultés un grave problème social. Bon. On a calculé que vers 1965, environ 5% de la population se partageait près de la moitié du revenu national. Et situation difficile, recul de l'agriculture et également développement de quartiers, de bidonvilles autour des villes, et notamment, bien sûr, à Beyrouth. La communauté étant, disons, la plus touchée ou qui a le plus de difficultés étant la communauté chiite, dont la population croît de façon exponentielle, atteint peut-être déjà presque la moitié de la population, mais dont la place dans les institutions est extrêmement faible, car elle a été calculée suivant des quotas, disons, des années 1920-1930, et pas du tout sur les quotas des années 70-80. Et donc, on en arrive ainsi à la guerre civile. Guerre civile dont l'origine est le déséquilibre causé par la présence des forces palestiniennes. Bon, nombre de réfugiés importants depuis la guerre, donc la guerre d'indépendance de 1947, 200 000 peut-être. Ce nombre n'a fait que s'accroître dans les années 70 avec l'expulsion des forces palestiniennes de Jordanie. On atteint, alors là, des chiffres qui sont difficiles à connaître vraiment, mais qui dépassent peut-être 400 000, certains disent 600 000. Bon. La plupart réunis, bien sûr, dans des camps qui encerclent notamment la ville de Beyrouth, mais également Saïda et Tripoli, sans parler des camps du sud, près de la frontière israélienne. Et c'est dans ces camps que l'Organisation de libération de la Palestine s'organise militairement et obtient même une très grande liberté d'action grâce à des accords passés avec le gouvernement libanais en 1969, qui autorise même des actes de guérilla contre Israël à partir du sud du pays, en direction donc de la frontière du Golan et des autres territoires. Et depuis 1972, donc, l'OLP a installé son quartier général au Liban. Et donc, cette situation va amener, et de moins en moins supportée par une partie des forces politiques libanaises, ce qui amène, en 1975, à la guerre civile, qui va opposer un camp dit chrétien, car là, les termes sont toujours extrêmement, à la fois généraux et imprécis et souvent incorrects, à un camp dit palestino-progressiste, qui représente les Palestiniens et les forces donc libanaises qui s'allient à eux. Et ce conflit, donc, va durer au moins jusqu'en 1989. Dernier élément, évidemment, ce sont les interventions extérieures. D'abord, l'intervention syrienne en avril 1976. Intervention syrienne qui se fait d'abord aux côtés des forces, plutôt des forces chrétiennes, mais qui va ensuite devenir extrêmement ambiguë. Et, bien sûr, les interventions israéliennes, donc, d'abord à la frontière, bien sûr, nord d'Israël, contre les Palestiniens, et bien sûr, donc, en juin 1982, la fameuse opération dite Paix en Galilée, donc, qui est une invasion du Liban
et qui conduit donc à l'attaque, à amener les troupes israéliennes jusqu'à Beyrouth, dans le but avoué de détruire les forces militaires de l'OLP. Le retrait israélien donc commençant en juin 82 et n'étant total qu'en avril 1985, bon, à l'exception d'ailleurs de zones encore à la frontière. Et c'est donc dans ce cadre que se situent les interventions françaises. Alors, ces interventions françaises, bon, je vais les résumer rapidement, car ça va être le sujet du colloque. D'abord, sous le président Valéry Giscard d'Estaing, puis son successeur, donc François Mitterrand, qui entre en fonction, rappelons les dates quand même, le 21 mai 1981. Raison, motif de l'intervention, des motifs à la fois historiques, liaison de la France, histoire de la France au Liban et des rapports très étroits, et également des motifs stratégiques et un certain équilibre à maintenir en Méditerranée. Alors, c'est bien sûr le développement donc dans deux cadres. D'une part, dans le cadre de l'ONU, et puis d'autre part, dans un cadre multinational qui est un peu différent. Le cadre de l'ONU avait déjà commencé à être occupé par l'intervention d'observateurs français depuis 1948 dans les zones, donc de façon à contrôler l'armistice dans les zones contrôlées à la fois par les forces arabes et les forces israéliennes, et au sud Liban. Également sur le canal de Suez en 1967, donc d'autres observateurs. Mais évidemment, ce qui est important en 1978, c'est la participation à la FINUL, qui est un élément nouveau par son volume, puisque au départ déjà on a 1200 hommes sur un total de 4000 au total, puis en février 1979 on va atteindre presque 7300, donc avec une augmentation du nombre de contingents français. Bien. Et alors, deuxième type d'intervention, ce sont les interventions hors cadre de l'ONU, lorsque le gouvernement français accepte de participer à la force multilatérale d'interposition de Beyrouth au mois d'août-septembre 1982, avec les États-Unis et l'Italie, de manière à faciliter l'évacuation de Beyrouth de 4000 combattants de l'OLP, bon, l'espoir étant d'aboutir à une certaine pacification de la région. Deuxième intervention, c'est la deuxième force d'interposition, toujours à Beyrouth, septembre 82, mars 84, qui suit les massacres des camps palestiniens de Sabra et Shatila par les milices des forces libanaises, plus ou moins l'a appuyé, ou en tout cas avec la complicité, ou du moins la non-intervention des forces israéliennes qui ont occupé Beyrouth-Ouest à ce même moment. Là, il ne s'agit pas de forces intégrées à l'ONU, et il s'agit d'une mission plus large, puisqu'il s'agit non seulement d'assurer l'évacuation des Palestiniens, la sécurité des populations, mais aussi d'aider plus largement l'armée libanaise à rétablir sa souveraineté sur Beyrouth, à la demande du gouvernement libanais. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large, et c'est donc dans ces conditions que vont se produire les drames et les principaux combats dont on aura l'occasion de parler. Donc ce n'est pas le sujet évidemment que j'aborde, puisqu'on m'a demandé surtout de brosser le tableau général, les conditions générales dans lesquelles s'étaient déroulées ces interventions. Donc vous voyez que il ne s'agit pas d'une intervention, d'abord premier point, il ne s'agit pas d'intervention isolée de la France, elles se font toujours dans un cadre international, ça c'est le premier point. Deuxième point, elles se font dans une région qui est extrêmement sensible, ça n'est pas le Liban ou la guerre civile libanaise, c'est un cadre international de rencontres, de conflits qui est extrêmement complexe, hein, ça je crois que c'est le deuxième point qu'il faut souligner. Elles se font aussi, il faut bien le reconnaître, justement à cause de cette complexité, dans une certaine ambiguïté, car personne, quelles que soient les définitions que puissent avoir les gouvernements français, il est difficile de s'imaginer que ces interventions n'ont pour but qu'un but purement de paix. Il y a évidemment toute une remise en cause de l'équilibre de la région, de l'avenir de l'indépendance du Liban, de la politique d'Israël face à l'OLP. Et donc, il y a là tout un programme
plus ou moins implicite, qui est, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, est-ce qu'il est imaginé par les différents camps, en tout cas, qui empêche en quelque sorte, ou qui fait des interventions de la France un partenaire dans un conflit. Hein. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important dans ces affaires. C'est véritablement la politique internationale française qui est entrée et pas uniquement la volonté d'assurer une mission de paix. Bon, ceci étant tout à fait légitime, bien sûr, mais c'est peut-être un élément qui, quelquefois, a été perdu de vue et qui a amené à sous-estimer le rôle de cette force française et peut-être ne pas lui donner les moyens dont elle aurait eu besoin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et donc, maintenant, bien sûr, nous allons écouter les témoignages qui seront certainement beaucoup plus riches que tout ce que j'ai pu vous dire. Merci.